Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. La chloroquine pour contrer le coronavirus. C'est ce que semble démontrer une étude menée en Chine et relayée en France par le professeur Didier Raoult. Ils viennent de sortir leur premier essai chez les patients en montrant que c'est parfaitement efficace, si vous voulez, dans le traitement des gens qui ont des coronavirus. Nous, on utilise depuis une quarantaine d'années pour le traitement des infections avec des bactéries qui vivent comme des virus à l'intérieur des cellules. Donc c'est un médicament très connu dans la toxicité, très très bien connu et qui coûte rien, 10 centimes le comprimé. Un médicament accessible, disponible et facile à manipuler, utilisé contre le paludisme, mais qui ne convainc pas l'ensemble du corps médical. La chloroquine est un produit qui marche contre un parasite, non pas contre un virus, qui est le paludisme. Je crois que dans ces phases de traitement, il faut être très prudent et prendre les études une par une. Ce n'est pas une étude qui permet de généraliser forcément l'ensemble du traitement. La chloroquine est en plus un produit qui est quand même assez toxique, à forte dose. Il faut être prudent et laisser l'ensemble des spécialistes travailler sur des solutions thérapeutiques. Mais pour l'instant, la chloroquine n'a jamais traité un virus. Informé de l'effet que pourrait avoir la chloroquine, le ministre de la Santé affirme avoir fait remonter cette information à la Direction générale de la Santé, qui analyse désormais ses effets. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. Il y a un élément qui est important que je tiens à vous donner. Il y a quelques minutes, le professeur Didier Raoult, qui dirige l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, Méditerranée Infectiologie, vient de dire que les Chinois avaient mis en évidence que le virus était sensible à la chloroquine. Ça répond in vitro à tous les coups. Ça veut Donc dire quoi? On savait déjà que ça agissait sur le SARS-CoV. Il y a des années, on l'avait vu, ils ont fait du repositioning, c'est-à-dire qu'ils ont pris d'anciennes molécules qui présentent aucun risque et ils les ont testées sur le virus. Et ça fonctionne à la chloroquine. Donc il le dit lui-même dans une vidéo qui titre « Fin de partie ». Et il dit que ça serait l'infection respiratoire la plus facile à traiter puisque répondant à la chloroquine. Expliquez-nous comment ça fonctionnerait pour soigner alors. C'est un antipaludin synthèse, donc ils l'ont essayé, si tu veux, ils l'ont essayé sur le virus et in vitro, le virus répond à la chloroquine, c'est-à-dire que avec 500 mg de chloroquine pendant 10 jours, on guérit et on améliore grandement, dit-il dans sa vidéo, l'infection. Donc on est sur une piste qui est une piste non négligeable et très importante et à suivre. Et c'est une molécule qui est utilisée pour quel type de pathologie habituellement? Le paludisme. D'accord. Donc on aurait trouvé une molécule qui pourrait nous prémunir de ce virus. Voilà, alors Donc il n'y aurait pas besoin de vaccin? Il faut rester prudent, mais si on en croit la vidéo de Didier Raoult mise en ligne encore une fois cet après-midi, ils sont sur une... On peut le prendre au sérieux. Oui, bien sûr, oui. Et à quel moment on pourra dire il a raison, parce que vous dites c'est une piste de l'infectiologie en France. D'accord, mais alors là c'est une piste, à quel moment on pourra dire officiellement, voilà, c'est ça Il faut lui demander, mais lui, devant un parterre, on entend qu'il y a des gens il parle à des gens, il donne une petite conférence devant des gens, il dit voilà, ça serait l'infection la plus facile à traiter. L'excellent fourrel, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter, il faut travailler. C'est pas la peine de s'exciter, de promettre les vaccins dans 10 ans, il faut travailler, voir les molécules potentiellement actives et qui sont immédiatement disponibles sur le marché. La seule chose que je vous dis, faites attention, il y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies. En fait, Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Ma recherche est une recherche qui est basée sur la curiosité. Elle est très ludique. Je m'amuse beaucoup en faisant de la recherche et c'était la curiosité. Moi, ce qui me plaît, c'est de soulever la couverture pour voir ce qu'il y a dessous. Donc c'est ce que j'ai fait. Je fais une recherche très exploratoire. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. By the journal Nature, for by 2008, having then a credit of over 1,000 articles and citations against your name. And of course, more recently, according to the same source, 2015 this year, says you've published over
1,000 articles. Do you ever stop writing? No. Where does the passion come from? I don't know. Un livre maintenant pour nous montrer que tout ne va pas si mal. Il est signé du professeur Didier Raoult qui figure parmi les 100 scientifiques les plus cités dans le monde et qui est notre invité du 13h. Bonjour. Bonjour. Vous êtes microbiologiste à Marseille. Avec votre équipe, on vous doit, entre autres, la découverte d'une 60aine de nouveaux virus. Tout votre savoir, vous l'avez compilé dans ce livre qui fait sensation parce qu'il se veut, et là je vous cite, il se veut être l'antidote à la pire maladie du siècle, la peur, c'est-à-dire... C'est que actuellement les inquiétudes ont pris un tel niveau avec si peu de contre-pouvoirs que on finit par avoir peur de choses qui ne se sont pas passées ou que l'on prédit et on ne fait pas attention aux choses que l'on pourrait modifier pour gagner en qualité et en quantité de vie. Vous vous érigez en fait, oui, contre les marchands de peur, ceux qui prédisent sans cesse le pire, alors qu'il y a de bonnes nouvelles, lesquelles doivent nous rendre optimistes aujourd'hui. Si on regarde, il y a une fois par an un très très gros pavé qui est publié par le Lancet sur l'évolution de la mortalité et des maladies dans le monde. Et globalement, on meurt tous à la fin, bien sûr. Il y a 55 millions de morts par an. Compte tenu de l'augmentation de la population, on peut me dire qu'il y a de plus en plus de morts. C'est vrai. Oui. Mais si on regarde l'espérance de vie en général et la mortalité maladie par maladie, ce que l'on voit, c'est qu'on a une augmentation absolument spectaculaire dans tous les pays du monde de l'espérance de vie. Donc on meurt plus tard. Et y compris, il y a une diminution rapportée à l'âge du cancer, des maladies cardiovasculaires. Et donc on n'est pas du tout... Il y a quelques points dont je vous parlais qui sont des points qui sont inquiétants, pour lesquels il y a 2 ou 3 dans lesquels il y a une augmentation de la mortalité, mais pas du tout ce dont on parle. Et pour ça, une fois qu'on rapporte ça à l'âge, eh bien entendu, la mortalité diminue. Maintenant, il n'empêche que comme nous vieillissons, les maladies qui augmentent sont les maladies des sujets âgés, comme le cancer, mais simplement on les fait 10 ans plus tard. Ici, médecins et épidémiologistes se réunissent une fois par semaine pour suivre l'évolution des microbes. Les chiffres proviennent des hôpitaux et des laboratoires de la région. Cette veille sanitaire lancée par Didier Raoult est unique en France. On l'a le Jansseni ? Après. À la vue des tableaux, le professeur demande une nouvelle piste de recherche. Jean-Marc, écoute bien Jean-Marc, ça va être c'est un peu sophistiqué. Voilà. On va prendre, si tu veux, les 20 bactéries les plus communes. On va leur regarder ce qu'est leur profil sauvage avec une dizaine de familles d'antibiotiques. Et tu vas nous calculer artificiellement, si on enlève des familles antibiotiques, quelle est la chance que l'on ait des 1 multirésistants, 2 extrêmement résistants, 3 totirésistants. Pour Didier Raoult, le problème de la résistance aux antibiotiques ne mérite aucun affolement. Avec ses équipes, il a démontré que les molécules d'anciens médicaments donnaient de très bons résultats. C'est vrai qu'on est à un grand débat actuellement qui est devenu une des nouvelles grandes peurs du XXIe siècle sur les bactéries qui résistent à tout. Et nous, on a les données pour dire que c'est un mensonge, que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Or, on a fait ça sur l'étude sur la région PACA en analysant les résultats de 100 000 bactéries isolées des différents sites, aussi bien hospitaliers que communautaires que dans les cliniques. C'est pas vrai. Les infections dans le monde, je ne sais pas si ces chiffres sont vrais, ça varie plus ou moins, c'est-à-dire le nombre d'infections, la mortalité en général. Alors, il y a de plus en plus de morts, mais la mortalité diminue parce qu'on vit de plus en plus vieux. Alors donc, c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce de compétition entre les médecins et les chercheurs qui disent « moi j'en ai de plus en plus, moi j'ai plus de cancer, moi j'ai plus de... » Bien entendu, on meurt de plus en plus vieux, donc les morts qui augmentent sont les morts de vieux. Ce n'est pas les morts de jeunes. Donc les morts de jeunes, ils mourraient plutôt de pneumonie et de diarrhée, et ça diminue. Donc les cancers n'augmentent pas du tout, ils diminuent, mais ils diminuent à condition qu'on les rapporte à l'âge. Comme les infections cardiovasculaires, on les diminue si on les rapporte à l'âge. Même l'Alzheimer diminue si on le rapporte à l'âge. Mais, bien sûr que comme personne n'aime les bonnes nouvelles pour des raisons qui m'échappent, la presse dira tout le temps qu'il y a de plus en plus de cancers. Même vous dire, c'est affreux, il y a de plus en plus de morts. 55 millions de morts par an, vous vous rendez compte, c'est un scandale. Mais comme on est 6 milliards, ça ne va pas arrêter d'augmenter. Voilà. Donc à la fin, les 6 milliards sont là, vont tous mourir. Une mauvaise nouvelle, vous allez tous mourir. Ça arrive. Mais on n'est pas pressé. Voilà. Important, est-ce qu'à vos yeux, Didier Raoult, il doit y avoir débat sur l'efficacité et l'innocuité des 11 vaccins qui ont été rendus obligatoires il y a quelques jours? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je crois pas qu'il y ait de problème sur l'innocuité ou l'efficacité. Il faut le redire. Hein. Oui. Non. Après, le débat, c'est est-ce que c'est mieux
Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une stratégie de cette nature, c'est-à-dire une obligation vaccinale? Est-ce qu'il y avait un problème actuel de santé publique sur ces vaccins? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Bonjour, en direct depuis Marseille. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vraiment, cette information nous intriguait. Vous dirigez, je le rappelle, l'Institut Méditerranée Infection en pointe dans la lutte contre le coronavirus. Et vous affirmez ce matin qu'un traitement réservé au paludisme d'ordinaire, un simple traitement, pourrait être une réponse face au coronavirus. D'abord, ces informations, vous les tirez d'une étude chinoise, d'une évaluation clinique faite en Chine sur une dizaine d'hôpitaux à Wuhan, Pékin, Shanghai. Cette étude, vous l'avez lue, vous vous basez sur cette étude. Est-ce que vraiment ce sont des informations fiables? Alors, écoutez, je pense qu'il va falloir avoir une bascule dans la réflexion actuellement et comprendre que les Chinois actuellement dans le domaine des maladies infectieuses et dans le domaine de la virologie sont les meilleurs au monde. Donc il faut arrêter de penser que ce qui se passe en Chine ou ce qui se découvre en Chine est d'une qualité inférieure. C'est les plus rapides, c'est les plus fonctionnels, c'est les mieux organisés. Moi-même, le bâtiment que j'ai fait ici, qui est unique en France, est quelque chose que j'ai imité en voyant le grand hôpital de Shanghai qu'ils ont construit en 2 ans à la suite du SARS. Et donc, il faut arrêter de mettre en doute. Très bien. Il y avait simplement, ce ne sont pas les scientifiques chinois qui sont à remettre en cause, évidemment, mais le régime, sa communication. Non, mais ça, c'est des scientifiques chinois qui ont publié ça. J'avance. Le phosphate de chloroquine, Didier Raoult, c'est ce traitement utilisé contre le paludisme. C'est quoi la chloroquine? N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Donc l'écosystème d'une réanimation est un écosystème dans lequel les antibiotiques jouent un rôle très important, comme dans l'écosystème des élevages. En revanche, dans la ville, la prescription d'antibiotiques moyenne par humain est extrêmement faible et le niveau de résistance des bactéries qui sont de ville reste extrêmement faible. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement-là ? C'est-à-dire que c'est la dose qui compte et que c'est ça qui est plus important à prendre en considération, davantage que la différence entre monde animal et monde humain ? Oui, bon, bien sûr, c'est une question de dose. Le professeur Raoult a parfaitement raison. Mais ce que nous constatons, c'est cette diffusion accrue du phénomène. Les résistances existaient déjà depuis longtemps, et il est rare de voir apparaître de nouvelles résistances. Mais le constat, c'est qu'avec cette augmentation des doses, que ce soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, ces résistances se répandent et se manifestent aujourd'hui de manière beaucoup plus fréquente. Elles existaient déjà de façon isolée, mais désormais elles se diffusent chez les humains, y compris chez des personnes qui n'ont jamais pris d'antibiotiques, parce qu'elles sont transmises par les animaux, et c'est ça le point décisif. Alors c'est ça en effet qu'on a envie de comprendre parce qu'on entend votre scepticisme à vous. Alors prenons un autre chiffre qui est abondamment cité dans le film, 25 000 décès en Europe chaque année qui seraient liés aux multirésistance. Est-ce que vous validez ce chiffre? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre pays, c'est-à-dire en France, à Marseille et dans votre hôpital, dans votre centre? C'est un fantasme mathématique. C'est-à-dire les gens qui font ça sont dans un bureau, ils n'ont pas vu de malade, ils n'ont pas vu de bactéries, et ils déduisent à partir d'un certain nombre de chiffres qu'ils prennent à droite et à gauche des spéculations qui sont des modèles mathématiques avec des écarts qui sont absolument Sauf que là, on n'est pas dans une projection pour 2050. On est sur le temps présent. Même maintenant. Moi, je peux vous dire. Et donc, moi, je souhaite, si le ministère pense qu'il y a vraiment un problème avec la mortalité pour les maladies infectieuses par bactéries multirésistantes, qu'il y ait une déclaration obligatoire. On va compter, on va bien voir. Si on trouve que c'est le plus gros problème de santé publique... alors parlons de chez vous, de ce que vous observez. Vous en voyez Zéro mort. Jamais de décès pour bactéries multirésistantes, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de bactéries multirésistantes du tout. Et nous, on vient de publier un papier sur 100 000 antibiogrammes, c'est-à-dire 100 000 bactéries testées, et j'ai un cours de travail, un papier sur 600 000 antibiogrammes de toute la région PACA, d'accord ? Alors, pour essayer d'éclairer ce qu'on appelle... Donnez-nous des cas précis.
pour essayer d'éclairer ce que l'on qualifie de bactéries multirésistantes. Ce qui ne veut rien dire, bien sûr, parce qu'il y a des bactéries qui sont multirésistantes naturellement et d'autres qui le sont de manière acquise. Parlons de termes qui parlent à tout le monde. Voilà. Septicémie, infection nosocomiale, staphylocoque, vous en voyez, ça veut dire qu'il y a toujours... Vous finissez toujours par trouver le bon antibiotique, pour parler clairement. Mais non seulement ça, mais on a fait... Moi, j'ai posé la question aux réanimateurs avec qui je travaille à Marseille, ils m'ont tous dit la même chose, 0 mort. Et j'ai dit, écoute, on va faire une lettre pour répondre à cette question au Lancet Infectious Disease, qui a été publié depuis. Est-ce que tu peux demander à d'autres villes, au moins une dizaine de villes? Il m'a dit, mais je peux faire mieux, je vais écrire aux 350 réanimations françaises. Donc il a écrit aux 350 réanimations françaises, 250 ont répondu, en leur disant, depuis 10 ans, combien de fois avez-vous été confronté à un malade intraitable? Il y a 42% des réanimations qui ont répondu en disant 0, et il y a 47% des réanimations qui ont dit en 10 ans entre 1 et 5 fois. Alors, arrêtons-nous là, parce que ce n'est pas rien ce que vous êtes en train de nous dire. Ça remet beaucoup en question les thèses du film. Tim Ekmans, pour vous aussi, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. On ne meurt pas dans nos pays développés, France et Allemagne, pour des bactéries multirésistantes? Non. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec le professeur Raoult. J'ai participé aux publications en question. Et je suis donc, de fait, l'un de ceux qui sont assis à leur bureau et qui analysent ces données épidémiologiques. Didier Raoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du tube digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Raoult va l'aborder de façon tout à fait originale, en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. Vous avez un chapitre en finir avec les vaccins inutiles. Donc vous pensez, Didier Raoult, qu'il y a des vaccins inutiles? Je pense que depuis un certain temps, non seulement c'est inutile, mais heureusement c'est plus dangereux parce que depuis un an, l'OMS a enfin récusé le vaccin contre la poliomyélite vivant. Bien sûr, je pense que le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a de cas de poliomyélite autochtone en Europe depuis 40 ans? Oui. 0. Et quelle est la couverture vaccinale? Il n'y a peut-être pas un lien? C'est 97% en France. Non, ça circule. Si ça circule plus, c'est peut-être parce que justement les gens sont très vaccinés, non? Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer. Non, la couverture vaccinale. Non, il n'y a pas de poliomyélite qui circule en Europe depuis 40 ans. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a une énorme... Peut-être parce qu'il y a une bonne couverture vaccinale. Encore une fois, je suis content que vous m'expliquiez une maladie transmissible. C'est une maladie qui est liée au péril fécal, la poliomyélite essentiellement. Donc une des raisons, la plupart des maladies qui sont dues au péril fécal ont diminué d'une manière extrêmement significative. Une des raisons, donc la vaccination a joué un rôle, comme elle a joué un rôle, personne ne conteste qu'elle ait joué un rôle dans l'élimination de la variole. Le problème, c'est que pour rentrer dans le détail de la poliomyélite, puisque je vois qu'elle vous intéresse, il y a 3 virus de la poliomyélite. Il y en a un qui est considéré, le 1 est considéré comme étant complètement éradiqué par l'OMS. L'autre, le 2, est considéré comme ayant disparu de la surface de la Terre depuis plusieurs années. Il reste du circule du 3 et uniquement au Pakistan, en Afghanistan et au Nigeria. D'accord ? Donc il n'y a pas, en revanche, les seuls cas autochtones que nous ayons eus de poliomyélite ces dernières années en Europe sont des révertants du virus vivant que nous utilisions et qui vient seulement d'être éliminé par l'OMS depuis un an. Donc c'est les choses qui existent, tout ça. J'entends, mais c'est un vaccin combiné DT polio, diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui est largement répandu en France et qui a prouvé son efficacité. Oui, mais c'est le temps. Vous savez, vous dites vous-même dans le bouquin qu'il n'y a pas de risque en plus. Donc pourquoi prendre le risque de cesser cette vaccination si ce vaccin ne provoque pas de risque encore une fois, si vous voulez, parce que de la même manière qu'il y a maintenant 40 ans, il a fallu abandonner la vaccination contre la variole parce qu'il n'y a plus de variole. La variole a été déclarée disparue de la surface de mais la France a été un des derniers pays à faire la vaccination contre la variole quand elle avait disparu de la surface. Il restait quelques cas de variole qui restaient en Afrique noire et c'était les seuls endroits dans lesquels il restait. Donc il y a bien un moment, si vous voulez, c'est une chose qui est évolutive. Je suis étonné que vous soyez si conservateur. Les choses sont aussi difficiles. On nous parle si souvent du principe de précaution. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas dans le cas des vaccins? Non, mais globalement,
si les gens décident individuellement ou si leur médecin... Donc moi je continue à penser, mais j'ai sûrement un biais, vous êtes journaliste, moi je suis médecin. Moi je considère que c'est les médecins qui doivent prescrire les vaccins. Voilà, c'est ce que je pense. C'est les pédiatres et c'est les médecins. Je pense que c'est la seule manière de faire. Et je pense que s'il y a quelque chose qui doit être obligatoire, je le pense très sincèrement, c'est qu'on devrait tous avoir une consultation annuelle de prévention sur la vaccination avec des mises à jour qui seraient faites par l'État sur, voilà, ici nous risquons ceci, ici vous risquez cela. Et je vous assure que si on faisait ça, les gens feraient vacciner leurs enfants contre la varicelle, la grippe et contre le rotavirus. Est-ce que le taux de couverture vaccinale baisse en non, dessous, mais pour l'instant, du seuil d'immunité de groupe qui permet de protéger une population? Non, mais d'abord, le seuil de l'immunité de groupe, c'est un truc qui est une formule mathématique dont jamais personne n'a démontré que c'était vrai ou pas vrai. Actuellement, on a un taux de couverture qui est de 90%. On n'est pas dans une situation dans laquelle il y a un problème de santé publique majeur là qui est en train de... Moi, je suis content que vous soyez ému par ça, mais vous regardez le nombre... Vous vous rendez compte ce que c'est que 700 000 varicelles? Vous ne trouvez pas que c'est un problème de santé publique? Il y a une quinzaine de gosses qui meurent de varicelle par an. Ça, c'est une maladie qui est dangereuse d'une manière extraordinaire pour tous les immunodéprimés. C'est une vraie priorité de santé publique. Cette ville, grâce à Didier Raoult, est devenue un des 5 pôles mondiaux en matière de maladies infectieuses et microbiologie médicale. Et ça, c'est le fruit de 30 ans de travail et de leadership pour lui et de travail en équipe avec ses collaborateurs. Alors, quelle conclusion faut-il tenir? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même situation en Allemagne et en France, c'est dur à croire. Je ne crois pas. Je crois que c'est des visions de bureau. Je vais vous dire, il y a de bureaux. Donc, il y a deux mondes en parallèle. C'est ça que j'ai sur ce plateau, la différence entre un praticien et quelqu'un qui regarde des statistiques. Moi aussi, je dirige toute la microbiologie de 3500 lits. D'accord. Je vois tous les résultats, je vois toutes les causes de mort toutes les semaines. Et toutes les semaines, depuis 5 ans, nous regardons de quoi sont morts les gens et s'ils ont eu une bactérie non traitable dans le mois qui a précédé. Ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que la première fois où j'étais dans ces services, on a sorti une bactérie inusuelle dans une situation qui n'était pas usuelle non plus. Et donc c'est là, je l'ai vu à l'époque, c'était le grand professeur, quoi. Je l'ai vu prendre un livre et regarder dans le livre parce qu'il ne savait pas, si vous voulez. Et c'était en dehors de ce qu'on avait l'habitude de voir chez nos maîtres, quoi. Nos maîtres étaient censés tout savoir. En pratique, c'est pas vrai, ils savaient pas tout. Au début, ça m'a choqué, quoi. Je me suis dit, mais non, mais il a quand même besoin d'aller voir dans le livre pour... En fait, je me suis aperçu que c'est justement là sa qualité, quoi. C'est-à-dire, quand on ne sait pas, on va chercher. Alors, beaucoup plus polémique. Là, on a abordé les thèmes de santé, d'alimentation, vous connaissez bien. Beaucoup plus polémiques. Je cite quelques-uns des thèmes que vous abordez dans le livre. Vous défendez les OGM, vous égratignez Darwin en affirmant qu'il a écrit un tissu de bêtises. Vous doutez de la catastrophe climatique à venir. Vous pensez aussi que les combats féministes n'ont joué aucun rôle dans l'émancipation des femmes. J'ai lu ça entre autres. Alors, il nous reste quelques minutes. Le climat. Je ne crois pas, écrivez-vous, je ne crois pas aux prophéties apocalyptiques sur le réchauffement de la planète, mais vous expliquez que vous n'êtes pas un climato-sceptique pour autant sans savoir bien quelle est la signification du terme. Si vous me demandez si je suis sceptique, je vous répondrai oui. D'ailleurs, je suis étonné que ce soit devenu une insulte de dire à un scientifique qu'il est sceptique, franchement. Je ne suis pas croyant, si j'étais croyant, je ferais autre chose. Donc si vous voulez, je ne crois pas en la science, je la pratique, si vous voulez, mais les sciences sont évolutives. Donc bien sûr, je suis sceptique pour ça, je suis capable de changer d'avis. Sur un consensus scientifique assez largement établi. Oui, non, ceux qui sont d'accord sont ceux qui pratiquent la religion. C'est comme si vous demandiez à un théologien s'il croit en Dieu. Donc tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, bien sûr, ils sont d'accord. Sinon, il faut autre chose. Mais si vous demandez aux géologues qui sont le plus proches de ça, ils sont férocement distants vis-à-vis de ça. Vous prenez les plus grands géologues français, ils ont tous pris des positions qui sont très très distantes. Est-ce qu'ils ont compétence en matière de climat ? À côté du climat, la chose la plus importante pour l'archéologie du climat, c'est la géologie quand même. C'est quand même ce qu'il y a de plus compétent. Donc vous doutez, vous? Oui, c'est-à-dire je doute des prophéties parce que tout est multifactoriel. Je vais vous donner Vous doutez de la prophétie, mais pas du fait que les températures augmentent. Que non, il y a réchauffe. D'ailleurs, les scientifiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un changement de définition. Les gens ne parlent plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Oui. Ce qui est lucide, parce qu'il y a une partie dans l'hémisphère sud qui refroidit très très rapidement. En particulier, la banquise antarctique augmente de taille. Ça, c'est visible sur les trucs de la NASA. Donc, c'est pas si simple que ça. Mais je vous donne un exemple qui montre que les choses sont beaucoup plus complexes. La semaine dernière,
dernière est sorti dans la Nature un papier qui montre la plus grande source de dioxyde de carbone. Les gens ne savent pas ça, mais c'est les plantes, c'est la respiration des plantes. D'accord ? Et donc, tous les calculs tous les calculs qui ont été faits ont été basés sur le fait que l'augmentation de la respiration des plantes allait aller avec l'augmentation de la température. Or, on vient de voir que c'est l'inverse. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la température augmente, la respiration des plantes et donc l'émission de dioxyde de carbone par les plantes diminue. Donc, ça ne prédit pas ce qui va se passer. Ça veut dire que simplement, les modèles que nous avions sont très incomplets parce qu'on est très ignorant d'une quantité de paramètres. Et ça, c'est de la science brute. Je vais vous dire une chose. Dans la science, toute la science n'est que comparative. Et donc, on n'a pas de modèle comparatif avec le climat. On peut comparer ça à rien du tout. C'est pour ça qu'on ne connaît pas les causes, c'est pour ça que c'est complexe et c'est pour ça que c'est difficile à prédire. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est si les choses continuent comme ça, eh bien, voilà ce qui va se passer. Mais on ne sait pas si les choses vont continuer comme ça. Voilà. Libre penseur ou esprit libre, Didier Raoult, il y a beaucoup de thèmes et c'est stimulant, en tout cas, tout au moins. Ce qui vous agace, c'est le décalage entre les connaissances des scientifiques et celles du reste du monde. Sur ce point, Internet, c'est un vrai problème. 6 informations sur 10 sont fausses, dites-vous ? C'est moins Internet. Si vous voulez, Internet, ça a remplacé le bistrot du coin. C'est des conversations de bar. C'est pas très grave. Il manque actuellement des références pour calmer un contre-pouvoir, pour calmer contre cette excitation des lanceurs d'alerte. C'est naturel qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais il faut des contre-pouvoirs. Or, nous ne les avons plus. C'est-à-dire que les institutions actuellement surfent sur l'inquiétude populaire, et y compris l'OMS qui est devenue une espèce de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que la dernière directrice avait travaillé sur 2 maladies émergentes qui en tout ont dû tuer 1500 personnes en 15 ans. Et ne plus parler de choses qui tuent des millions de personnes. Et donc ça, cette entrée en phase, cette excitation générale, c'est pas grave que la population s'inquiète, c'est pas grave qu'il y ait des gens qui disent attention, il y a peut-être un danger. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il n'y a plus personne qui calme les choses et qui les rehiérarchise, qui les mette en perspective. Il faut replacer le curseur au bon endroit. On sait aussi, et c'est une chose qui est extraordinairement étonnante, qu'il y a des variations liées à l'environnement, en particulier aux saisons, qu'on ne comprend absolument pas. Nous, on a un travail dans lequel on montre qu'on peut avoir le virus de la grippe. 8 à 10% des gens qui font le pèlerinage à la Mecque reviennent avec le virus de la grippe et ils ne font pas de grippe. Ils ne font pas de grippe parce que ce n'est pas la saison. Alors ici, on dit c'est parce que c'est l'hiver. Ce n'est pas l'hiver, parce qu'en Afrique, c'est quand il fait chaud qu'on fait plus de grippe. On en fait toute l'année, et c'est quand il fait chaud. Comment ça marche, la saisonnalité des maladies infectieuses? Quelque chose qu'on ne comprend absolument pas. D'accord. Donc, ça, c'est le spectre des maladies infectieuses tel qu'on le connaissait. Il y a un nouveau spectre des maladies infectieuses qui est comment les microbes, qui sont probablement la partie la plus importante de notre interférence avec l'environnement, sont capables de déclencher d'autres maladies que les maladies infectieuses aiguës. C'est le domaine des maladies chroniques. Et là aussi, il y a un aveuglement terrible qui touche tout le monde depuis l'OMS qui sépare les maladies infectieuses des maladies non infectieuses dans les maladies chroniques. Ce n'est pas vrai. En réalité, au moins 25% des cancers sont commencés par une infection microbienne. On vient d'en décrire une dans un lymphome, qui était inconnu jusqu'à maintenant, mais le cancer de l'utérus, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge, le cancer du foie, tout ça sont des maladies, le cancer de l'estomac, tout ça c'est des maladies qui sont déclenchées par une infection. Et donc qui amènent à une réflexion à ne plus séparer les maladies infectieuses des maladies non infectieuses. Il y a celles dont on sait qu'elles sont infectieuses, celles dont on ne sait pas si elles sont infectieuses. Ça, c'est reconnaître son ignorance. C'est pas dire que ça n'est pas infectieux. Donc c'est un vrai problème. L'obésité, moi j'ai un cas exceptionnel, mais j'ai un cas qui avait une infection, y compris une infection du cerveau, dont j'ai guéri de l'obésité en lui donnant 1 mois d'antibiotiques. J'ai guéri. D'accord ? Donc ça existait. Et enfin, je voudrais terminer sur les vaccins et les thérapeutiques. Les vaccins, si nous ne nous adaptons pas aux besoins de la population rejettera de plus en plus les vaccins, donc il faudra bien écouter et se focaliser sur ces besoins. Et pour les thérapeutiques, il nous faudra bien trouver des modèles d'utilisation de l'ensemble de notre panel, et pas seulement ceux qui sont récents, innovants et qui rapportent beaucoup d'argent. Il nous faudra aussi utiliser tout le capital qu'ont accumulé les bactéries pour nous aider à traiter les maladies infectieuses. Merci. Quand on regarde le débat sur la vaccination, il faut regarder qui est l'émetteur et qui prend des risques. Eh bien, je prends les risques que je dois prendre pour sauver la vie des enfants et je l'assume. Quand on prend la décision de désinformer l'opinion publique, qu'on fait circuler des fausses informations et que des familles hésitent et ne font pas vacciner leurs enfants, et que ces familles perdent un enfant de méningite, aujourd'hui, elles ne peuvent pas se retourner contre ces distilleurs de mauvaises informations. Elle a raison.
Vous savez, moi, encore une fois, hein, d'abord, je ne conseille pas la ministre. Je l'ai fait dans mon temps. J'ai conseillé Jean-François Mattei, il y a 15 ans de ça. Je lui ai conseillé, y compris sa vaccination. Ce n'est pas les conseils que je lui donnais. Donc, ce n'est pas les conseils que je donne. Je pense la même chose. Je connais bien les vaccins. Après, la ministre est dans une situation qui n'est pas la mienne. Moi, ça fait 40 ans que le pays me paye pour travailler sur les maladies transmissibles. Je pense que j'ai le devoir de transmettre, parce que je suis un enseignant, ce que je crois savoir. Et je le fais. Je ne suis pas dans le temps immédiat de la décision politique, ni de l'information journalistique d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les livres, ça reste. Non, mais vous avez raison, c'est un débat qui traverse un grand nombre de pays avec des choix. La France n'est pas complètement isolée d'ailleurs dans cette position. En Italie, il y a 10 vaccins obligatoires. L'Australie a même adopté une mesure qui fait que les parents d'enfants qui ne sont pas vaccinés sont privés d'allocations familiales. Enfin voilà, il y a des politiques de santé publique effectivement qui sont adoptées ici et là. Mais enfin, globalement, il y a quand même un consensus scientifique pour dire qu'il faut maintenir un niveau de couverture vaccinale pour que l'efficacité puisse continuer à oui, pour les maladies qui circulent, c'est très clair. Encore une fois, la priorisation d'une vaccination sur une autre, c'est un débat qui n'est pas réglé. Il n'y a pas, d'ailleurs, c'est pas moi qui, j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir fait d'ailleurs, mais dans Libération, il y avait un très joli travail qui montrait quelle était la couverture vaccinale en fonction du fait qu'il y avait une obligation ou qu'il n'y en avait pas. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est pas vrai. C'est-à-dire, et si vous voulez, un des exemples que l'on a actuellement, qui est un exemple qui est intéressant, c'est celui de la Californie, où à la suite, en Californie, il y a une partie de la population qui est très New Age, très anti-vaccin. Parmi les gens les plus cultivés, hein, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et il y a eu une épidémie de rougeole très importante à Disneyland, qui a amené une réaction du gouverneur de la Californie, qui a rendu obligatoire. Alors, il y avait jusque-là des possibilités de dispense pour des raisons religieuses ou personnelles qui ont été éliminées. Et il y a maintenant des villes actuellement. Alors au début, ça a fonctionné. Maintenant, il y a des villes actuellement en Californie dans lesquelles il y a jusqu'à 30% de gens qui ont théoriquement des incapacités médicales, des contre-indications médicales qui sont probablement inventées, qui sont probablement liées à une réaction. C'est pas si simple, je crois, hein, mais encore une fois, chacun est dans son métier. La ministre de la Santé, elle décide de trucs, et moi j'appliquerai la loi, parce que j'applique la loi en général. Maintenant, ça ne m'empêche pas de réfléchir, jamais personne ne m'a empêché de réfléchir, et de réfléchir ne m'empêche pas d'écrire. Donc je continue à écrire, à dire ce que je pense, et puis on verra bien avec le temps. Merci. Merci Didier Raoult. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du tube digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes, et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux de Didier Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. Le grand truc, alors ça fait scandale beaucoup chez les gens qui font de la recherche fondamentale sur ces domaines, parce que j'ai déjà dit, après avoir reçu le financement pour l'IHU, on m'a demandé de dire quelle était les grandes priorités, c'est exactement la même diapositive. Et je leur ai dit, vous savez, là où on a mis le plus d'argent depuis 30 ans, de toute l'histoire de l'humanité, c'est pour rechercher des vaccins contre pays à la tuberculose et le paludisme, et il n'y en aura pas. Alors, je ne suis pas déçu, parce que maintenant, on est 7 ans après, et il n'y en a toujours pas. Et il n'y en a pas parce que le paludisme sont des maladies qui ne sont pas immunisantes, et que donc on sait très bien imiter ce que fait la nature. Alors aujourd'hui, on sait très bien le faire, mais ce que ne sait pas faire la nature, on ne sait pas l'imiter. Que donc il faudra trouver quelque chose d'autre, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Et ce n'est pas d'ailleurs comme ça que s'est passé l'immunité vis-à-vis de ces maladies dans le passé. Je vous en redirai un mot, ça n'est pas par les vaccins que vous arriverez à le faire, mais par d'autres mécanismes. Et plus récemment, un des chercheurs les plus connus de Chine, M. Zhong, vient de dire que quand on était sous traitement par chloroquine, la durée de portage du virus était aux alentours de 4 jours. Donc ça diminue probablement aussi la durée de portage du virus. Et celui qui rapporte ça, c'est le pneumologue chinois le plus connu au monde, qui on a appelé le héros du SARS, Zhong. Et maintenant, ces recommandations font partie des guidelines
de la République de Chine pour le traitement des pneumopathies avec le nouveau coronavirus chinois. Donc, sauf à dire que les Chinois ne savent pas travailler, sont incapables, je ne peux pas faire autrement que de dire que les Chinois ont dit ça et que comme personne ne pourra démontrer que ça n'est pas la meilleure solution parce que personne n'a autant de malades, eh bien, il faut adopter cette solution parce que c'est la meilleure pour les patients compte tenu de l'état de connaissance. Pour le professeur Raoult, la recherche chinoise au cours des dernières années est en train de porter ses fruits. De fait, cette épidémie de coronavirus ne sera pas difficile à éteindre. La mesure la plus efficace, et j'ai entendu que le gouvernement chinois ait fait ça, que l'on connaisse actuellement, c'est le lavage des mains. Le fait de se nettoyer les mains, c'est plus important de se nettoyer les mains que de se promener avec des masques. Ça c'est très important. La deuxième, c'est que c'est plutôt effectivement dans les endroits dans lesquels il y a une densité humaine que l'on arrive à transmettre plus facilement que quand les gens se promènent dans la rue. C'est en Chine que c'est un problème. C'est en Chine que ça se développe, et donc c'est en Chine qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut. En tout cas, ça a coïncidé avec le mois de juillet. À partir du mois de juillet, ça a disparu. En général, si vous voulez, on voit que, bien sûr, l'évolution de la recherche chinoise est très spectaculaire. On voit que dans le domaine des maladies contagieuses et virales, les Chinois ont fait un effort qui est considérable. C'est actuellement les leaders mondiaux. Donc, ils vont à une vitesse qui est phénoménale. Ils ont des outils qui sont extrêmement efficaces. Et donc, bien sûr, toute cette aventure est racontée par les gens en Chine. C'est évident. D'accord. Donc, mais les États-Unis vont prendre une position absolument dominante à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez ici que dans le temps 89-93, les États-Unis représentent 38% de la connaissance. C'est quand nous, on était jeunes, on allait là-bas, c'était la Mecque de la science, les campus étaient ouverts, les bibliothèques étaient ouvertes, c'était des choses qu'on ne voyait pas, c'était une vitalité extraordinaire. Mais déjà à l'époque, moi j'étais à Bethesda, aussi, enfin, à côté de Washington, au NIH, il y avait 50% des chercheurs n'étaient pas nés aux États-Unis. C'est-à-dire que la source des chercheurs n'était pas les Américains déjà. Et je reviendrai sur ce point-là. Mais vous voyez qu'entre 89-93 et 99-98, les parts de marché de la science américaine, qui pourtant tenaient tous les médias les plus importants, les relais les plus importants, donc qui te donnaient la culture, ce qui est un point de dominance extraordinaire, est passé de 38 à 31%. Et pourtant, on devait passer, c'est un truc qu'on a tous fait, jeunes, pour pouvoir publier quand on est jeune, on s'associait tous à l'américain. C'est-à-dire c'est biaisé par il y a un abus de position dominante qui faisait qu'il y avait des auteurs américains qui servaient à nous aider à publier quand on était jeune et qu'on ne savait pas le faire. Et puis le reste, vous voyez que la France était 6e, elle est restée 6e, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de changements, elle est restée à la même place. Et puis on voit, pendant cette période, ce que nous avons vu en Europe, l'évolution, l'augmentation de l'Italie, de l'Espagne qui apparaissent sur le marché, la régression de la Russie qui diminue. Et puis on commence à voir apparaître la Chine déjà ici, en 5e position, qui est passée devant la France. Et puis l'Inde qui émerge, et la Corée du Sud qui est passée de 0,4 à 2,4. Donc c'est une évolution déjà qui s'est fait, qui est spectaculaire. Mais à cette époque-là, pendant cette période 99-2008, le nombre moyen de publications par an, pendant ces 10 ans, était de 1 million de publications par an. Il y avait 1 million de papiers scientifiques. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant, en 2012 ? En 2012, il y a eu 2 millions de papiers publiés. 2 millions de papiers scientifiques. Donc il y a une expansion du monde scientifique considérable. Et vous regardez quelle est la place des États-Unis, ils étaient à 38% au départ, ils sont à 22%. La diminution de part des marchés américaines est plus importante que celle qu'on a vue dans la France pendant tout le 19e siècle. Donc c'est une régression considérable. Regardez la Chine qui est devenue deuxième. La Chine produit, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un pays produit la moitié de la science des États-Unis. La Chine a produit en 2012 la moitié des publications des États-Unis. Le Japon s'est écroulé. Le Japon était aux 2e place depuis des années. Le Japon a une régression économique et une régression scientifique qui est colossale. Et vous voyez qu'il est passé maintenant à la 5e place. La France est toujours à la 6e place. Mais si le Japon continue à se casser la figure, on va peut-être arriver à le dépasser. Mais surtout, regardez ça, parce que ça, en regardant ces données, ça fait 15 jours que j'ai fait ça. Les choses qui m'ont le plus surprise, je les avais vues au niveau de mon journal, au niveau des maladies infectieuses et microbiologie, mais je n'avais pas vu, j'avais fait ça en 2010 et 2011, et les choses ont, je vois le nombre d'articles que je reçois, mais regardez, dans les 20 premiers, vous avez maintenant la Turquie et l'Iran. L'Iran produit autant de science que la Russie. D'accord ? Le monde change. Extraordinaire. L'Iran fait une impulsion majeure sur toutes les sciences. Aussi bien la médecine, vous entendez parler que des réacteurs nucléaires et de la bombe atomique. Non, 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 sur toutes les sciences.
sur toute la médecine, la biologie, sur toutes les sciences. Le monde change de manière brutale. Ils ont fait sortir, là, attendez, la Turquie et l'Iran sont passés devant la Suède, qui était notre modèle à tous de science, quand même. Hein. Donc les choses vont très très vite. Les choses sont en train de changer à une vitesse extraordinaire, et c'est probablement la réponse à Baxter. Cette puissance, cette volonté de faire de la science et de la recherche est quelque chose qui s'associe avec un dynamisme et une adaptation administrative et politique qui n'a plus lieu chez nous. Et je vais vous montrer jusqu'à quel point c'est inquiétant, et pour ça je ne crois pas beaucoup que c'est les politiques qui vont nous résoudre le problème. Alors on sent un peu votre enthousiasme ce matin, on sent moins celui du ministre de la Santé Olivier Véran. Hier soir sur BFM TV, il était très prudent, il disait qu'il fallait attendre les études sur le patient qui reste encore à déterminer. Non, il y a, c'est un peu complexe, mais il y a une étude, si bien entendu, je lui avais signalé très tôt que la chloroquine, dès qu'il m'a contacté, ce ministre m'a rapidement, on est rapidement rentré en contact pour que je lui dise ce que je pensais. Mais actuellement, si j'ai réagi comme ça, c'est parce qu'il est sorti un papier. Alors ce papier est essentiellement, il y a le résumé qui est en anglais, mais il est essentiellement en chinois. Alors donc, parce que les Chinois, pour publier plus vite, et puis c'est eux qui sont concernés, ont publié ça en chinois. Mais c'est bien les malades qui ont été testés. Hein. Simplement, ce papier chinois, comme j'en ai discuté avec le directeur général de la santé, est en chinois, donc il laisse quelques problèmes d'interprétation. Mais maintenant, vous savez, avec Google Translation, on traduit ça en un français approximatif et on arrive à le lire quand même. C'est moderne, vous savez. Ce qui montre une chose de plus, c'est que les Chinois commencent à mépriser nos voies traditionnelles de publication pour utiliser les leurs, qui finalement sont celles qui comptent le plus pour eux. Et comme ils ont un public d'1,6 milliard d'habitants, ils n'ont pas tellement besoin de publier dans les journaux américains ou anglais. Vous voyez. Merci Didier Raoult. On va évidemment suivre un tournant très important de la science, dites-vous. On va évidemment suivre cette évolution. Donc la chloroquine efficace peut-être contre le coronavirus. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin dans Première Édition, Didier Raoult. On est en train de découvrir une partie du monde qui nous est complètement inconnue. Et donc, si vous voulez, les gens qui réfléchissaient à faire une synthèse sur l'homme et sur le vivant, c'est un peu comme les géographes qui faisaient des cartes avant Christophe Colomb. Vous voyez. Donc il faut arrêter de faire des cartes et des théories pour l'instant. Et donc il faut essayer de revenir ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on a sous les yeux, est complètement effarant. Si vous voulez. Donc on ne l'avait pas vu, on ne le savait pas. Voilà. Et donc ça change toute la manière de penser, toute la manière de réfléchir. Vous voyez, il y a une chose qu'on sait depuis peu de temps, voilà, le placenta des femmes, ça vient d'un rétrovirus, comme le virus du sida, qui s'est implanté chez les mammifères il y a des millions d'années. Voilà. On ne savait pas ça. C'est les virus qui nous ont appris à faire le placenta. C'est comme ça. Ça, c'est de la découverte. Donc, toutes les théories que vous pouviez avoir avant ça. Et donc, on est dans une époque, effectivement, de découverte dans laquelle il est essentiel de transmettre ce qu'on découvre tout de suite, qui amène une accélération des choses, parce que ça change la perception du monde, et que le monde scientifique, actuellement, est en ébullition dans la connaissance. Il y a une ébullition considérable. Je voudrais juste vous poser aussi une question, une vitesse d'action du côté chinois, on le comprend bien, à suivre côté européen, côté français. Je voudrais juste vous consulter sur des travaux de certains de vos confrères, en l'occurrence de plusieurs infectiologues qui estiment que Covid-19, le coronavirus, pourrait à terme devenir s'installer comme une maladie respiratoire qui reviendra à chaque saison, un peu comme les grippes qu'on connaît ou la gastro-entérite. Est-ce que le coronavirus peut devenir une maladie saisonnière? Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pour les prédictions, c'est juste à côté de chez moi, c'est Nostradamus. C'est à Salon, c'est pas à Marseille. Pour le reste, si vous voulez, nous avons 13 virus respiratoires saisonniers qui reviennent tous les ans. Si on en a un 14e, ça changera probablement pas l'espérance de vie, ni la mortalité par infection respiratoire qui a diminué, qui a été divisé par 2 dans le monde depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc ça n'arrête pas de diminuer, en particulier parce que contrairement à ce qu'on dit, il faut donner des antibiotiques dans les infections virales respiratoires graves, parce qu'ils meurent souvent de co-infection avec des bactéries. Donc il y a quelques grandes bêtises qui sont répétées, auxquelles il faudra faire attention. D'ailleurs, les bons médecins, quand il y a des grippes graves ou des infections virales respiratoires, donnent des antibiotiques, et on a prouvé chez les enfants que donner des antibiotiques diminuait la sévérité des infections virales respiratoires. Donc il faut sortir un peu des leçons de l'école primaire pour revenir à la vraie science, d'une part. Donc il faut savoir changer d'avis, donc il faut avoir des gens qui suivent la littérature, qui savent ce qui se passe et qui prennent des décisions en accord avec la connaissance. Didier Raoult, merci. Et donc, bien sûr, c'est possible
Ça fait partie des possibles. C'est pas pourquoi pas. Vous savez, on va suivre. On va attendre pour les prévisions. J'ai bien compris le message. Pour la science, il y a les prévisions chez Nostradamus et je vous coupe, Didier Raoult. Il y a les prévisions chez Nostradamus et la science ce matin avec vous sur Europe 1. Je crois qu'il ne m'entendait plus à la toute fin, en liaison en direct depuis Marseille, Didier Raoult, que je remercie avec ce qui sera un gros point d'interrogation ce matin. Est-ce qu'on a une solution et une solution que l'on connaît, qui n'est pas chère face au coronavirus? Nous allons suivre de près, évidemment, être prudents toujours et suivre de près les évolutions de la lutte contre ce Covid-19. La chose la plus importante de toute ma carrière, c'est de démontrer que ce qu'on pensait était faux. Pour moi, c'est extrêmement important de montrer que la science est vivante et que tout ce qui est vivant se détruit et se reconstruit en permanence. Et donc, à chaque fois qu'on peut détruire un dogme, je suis ravi. À chaque fois que je peux dire que quelque chose que j'ai appris, que j'ai enseigné pendant des années est faux, je suis ravi. Et je dis toujours aux étudiants que ce que je dis n'est pas vrai. C'est une vision qu'on a à un moment donné. Et si je peux détruire le plus radicalement possible une donnée scientifiquement établie, je suis ravi. Alors je veux d'abord remercier mes collaborateurs, dont certains sont avec moi depuis 30 ans. Mes premiers étudiants sont encore avec moi, d'une part. D'autre part, tous les étudiants qui sont ici, en particulier les étudiants des Sud. On a une centaine d'étudiants en thèse ici dans ce laboratoire, qui ont un dynamisme formidable et sans qui ce ne serait pas possible et qui prennent tous ces défis au pied de la lettre. Et puis bien sûr, la Fondation Louis D et l'Institut de France qui m'honorent et qui nous aident à continuer dans ce travail dont je pense qu'il est très important pour l'avenir de la microbiologie. Merci. J'invite maintenant messieurs Chris Bowler et Didier Raoult à monter à la tribune pour recevoir leur prix. C'est la chasse à la peur qui referme nos cœurs. Laissons-nous donc guider vers les routes sans guichet. Le nouveau monde, c'est nous, c'est nous.